Tout le monde en ville affirmait que cette femme noire était bien trop laide pour trouver un mari. Alors, lorsque le millionnaire retira un sac et que son cœur cessa de battre, personne ne s'attendait à ce que tout bascule. C'est exactement ce qui se produisit ce matin froid de septembre, quand Rebecca Thompson, 28 ans, se retrouva au centre d'une scène humiliante qui allait bouleverser sa vie à jamais. Au suivant, lança d'un ton sec Victoria Sterling, l'organisatrice du traditionnel événement caritatif de Millbrook, en désignant Rebecca avec une impatience à peine contenue. Le bal des célibataires représentait le rendez-vous mondain le plus prestigieux de la ville. Les hommes fortunés y choisissaient leur future compagne parmi les candidates soigneusement sélectionnées par la haute société locale. Rebecca s'avança lentement vers la scène improvisée, installée dans le grand salon du club. Autour d'elle, les chuchotements s'intensifiaient. Que fait-elle ici? Qui a bien pu la recommander? La pauvre, elle ne se rend même pas compte qu'elle n'a rien à faire là. Victoria Sterling, héritière de la famille la plus riche de la région, observait la scène avec un dédain à peine dissimulé. « Ma chère, dit-elle d'un ton faussement aimable, je pense qu'il y a eu une erreur. Cet événement est destiné à des... Enfin, tu comprends. » Son sourire forcé ne masquait en rien la cruauté derrière ces mots soigneusement choisis. « Il n'y a aucune erreur, » répondit Rebecca d'une voix calme qui surprit toute l'assemblée. « Ma candidature a été acceptée. J'ai payé les frais de participation, je suis ici en toute légitimité. » Les murmures s'amplifièrent aussitôt. David Sterling, le fils de Victoria et l'un des célibataires les plus en vue, éclata de rire. « Maman, laisse-la faire. Ce sera amusant de voir quelqu'un lui rappeler sa place. » Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme élégant d'une quarantaine d'années se leva du premier rang. Jonathan Blake, PDG d'une grande entreprise technologique du pays, venait d'arriver discrètement à Millbrook la semaine précédente. Personne ne s'attendait à le voir participer à cet événement. « J'aimerais m'entretenir avec mademoiselle », dit-il en s'adressant directement à Rebecca. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Victoria Sterling en resta bouche bée. « Monsieur Blake, je suis certaine qu'il y a ici des candidates plus adaptées à votre profil, tenta-t-elle. Jonathan ignora la remarque, tendit la main à Rebecca et l'invita à descendre de l'estrade. « Puis-je vous parler en privé ?» Rebecca accepta sans un mot. Tandis qu'il s'éloignait vers un coin plus discret, elle gardait une posture droite, fière, bien que ses yeux trahissent une émotion plus profonde. La sérénité d'une femme qui avait déjà affronté des tempêtes bien pires et survécu pour les raconter. Ce que ces notables de Millbrook ignoraient, c'est que Rebecca Thompson n'était pas simplement une étrangère en quête de reconnaissance. Elle était revenue avec un but précis, porteuse de secrets capables d'ébranler les fondations de cette communauté soi-disant parfaite. Victoria, de l'autre côté du salon, observait la scène avec irritation. « Donne-lui 10 minutes, murmura-t-elle à son fils David. Il réalisera son erreur et reviendra discuter avec des candidates plus convenables. » Mais Victoria Sterling ignorait que ce n'était pas la première fois que Rebecca mettait les pieds dans ce salon. 15 ans plus tôt, elle y travaillait comme assistante personnelle du patriarche, Harold Sterling, le père de Victoria. Employée dévouée, elle se souvenait encore de cette nuit glaciale de décembre 2008 où, par hasard, elle avait découvert des documents compromettants. La fondation Sterling, prétendument caritative, détournait des millions de dollars destinés aux communautés défavorisées. À l'époque, Rebecca était jeune et idéaliste. Convaincue qu'agir avec intégrité était la bonne chose à faire, elle s'était rendue dans le bureau d'Harold Sterling. « Monsieur Sterling, j'ai trouvé des incohérences dans les rapports financiers de la fondation. Vous devriez y jeter un œil. » Mais l'homme n'avait même pas daigné regarder les documents. « Rebecca, ma chère, vous vous mêlez de choses que vous ne comprenez pas, oubliez ce que vous avez vu et concentrez-vous sur votre travail. » Elle n'avait pourtant pas pu oublier. Pendant plusieurs semaines, elle avait collecté des preuves, photographié des documents, enregistré des conversations. Mais quand elle eut enfin le courage d'aller voir les autorités, il était trop tard. Harold Sterling avait pris les devants. Elle fut accusée de vol de documents confidentiels et de tentative de chantage. Grâce à leur influence et à leurs avocats puissants, les Sterling réussirent à la faire licencier et à la discréditer totalement. Une jeune femme noire déséquilibrée cherchant à salir une famille respectable, avait déclaré Victoria à la presse locale. Rebecca dut quitter Millbrook, ruinée, humiliée, sa réputation détruite. Sa mère, domestique pour d'autres familles de l'élite, perdit son emploi par association. Beaucoup pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. « Vous avez grandi ici, à Millbrook, n'est-ce pas ?» demanda soudain Jonathan Blake, interrompant le fil de ses souvenirs. « Oui », répondit Rebecca en observant Victoria Sterling gesticuler nerveusement au milieu d'un groupe d'organisatrices. « Pendant un certain temps, j'ai appelé cet endroit « chez moi ». Disons que j'ai dû chercher des opportunités ailleurs,
répondit Rebecca. Jonathan perçut aussitôt quelque chose dans sa voix, un mélange de douleur maîtrisée et d'une détermination farouche. « Et maintenant, vous avez choisi de revenir, pour participer à un événement de réseautage ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Rebecca esquissa un sourire à son tour, un de ceux qui ne montent pas jusqu'aux yeux. « On peut dire que j'ai encore quelques affaires à régler. » De l'autre côté de la salle, Victoria Sterling perdit patience. D'un pas décidé, elle s'approcha du duo et interrompit la conversation sans la moindre délicatesse. « Monsieur Blake, pardonnez-moi, mais je crois que vous n'avez pas toutes les informations concernant cette personne, » dit-elle en crachant presque les derniers mots. Rebecca Thompson a un passé pour le moins trouble dans cette ville. Elle a été renvoyée pour tentative de chantage et vol. Ce n'est pas vraiment le genre de compagnie que quelqu'un de votre stature devrait fréquenter. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les conversations autour d'eux s'interrompirent, et plusieurs visages se tournèrent vers la scène. Rebecca demeura parfaitement immobile, mais Jonathan remarqua que ses mains s'étaient légèrement crispées, comme si elle se préparait à riposter. « C'est fascinant », répondit finalement Rebecca, sa voix calme comme la surface d'un lac avant l'orage. « Comme les histoires changent selon la bouche qui les raconte, n'est-ce pas, Victoria ?» Un frisson remonta le long de la nuque de Victoria Sterling. Il y avait dans le regard de Rebecca une assurance nouvelle, une intensité qu'elle ne lui connaissait pas 15 ans plus tôt. C'était comme si la femme en face d'elle détenait une vérité qu'elle, Victoria, ignorait encore. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répliqua-t-elle, mais sa voix trahissait une nervosité grandissante. « Pas encore, » murmura Rebecca. « Mais vous le saurez bientôt. » Jonathan observait la scène avec un intérêt croissant. En homme d'affaires aguerri, il savait reconnaître quand quelqu'un jouait une partie bien plus complexe qu'elle n'en avait l'air. C'est à ce moment-là que David Sterling, attiré par le tumulte, rejoignit le groupe. « Maman, laisse tomber. » Elle essaie juste de se donner un air mystérieux, lança-t-il en ricanant. « Pathétique. » « Rebecca, pourquoi ne retournes-tu pas dans le trou d'où tu viens, au lieu de nous infliger ce spectacle ?» Contre toute attente, Rebecca éclata de rire. Pas un rire nerveux, ni forcé, un vrai rire, franc, assuré, qui résonna dans la salle comme un défi. « David, dit-elle en souriant, tu n'as jamais su juger les gens. Apparemment, ça n'a pas changé. » Elle se tourna ensuite vers Jonathan. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Blake. Je suis certaine que nos chemins se recroiseront très bientôt. » Puis, sans se presser, elle quitta la salle. Victoria Sterling sentit un nœud se former dans son ventre. La femme qu'elle croyait avoir détruite 15 ans plus tôt venait de réapparaître. Mais cette fois, elle n'était plus la jeune assistante naïve et vulnérable qu'on avait expulsée de la ville. Cette Rebecca Thompson dégageait une assurance tranquille, celle d'une personne qui avait affronté l'adversité et en était sortie victorieuse. Et, pour la première fois depuis des années, Victoria Sterling se demanda si elle n'avait pas gravement sous-estimé son ancien employé. Ce que personne, pas même les Sterling, ne pouvait imaginer, c'est que durant ces 15 années d'exil, Rebecca n'avait pas seulement reconstruit sa vie, elle s'était transformée. Elle était devenue le genre de femme capable de transformer l'humiliation en victoire éclatante. La semaine suivante, contrairement aux attentes de Victoria, Rebecca ne disparut pas après le bal. Au contraire, elle surprit toute l'élite de Millbrook. Elle loua un élégant bureau sur Main Street, en plein centre-ville, et engagea une équipe d'assistants. Une plaque dorée brillait sur la porte, conseil en transparence d'entreprise. Victoria passa devant le local à 3 reprises dans la même semaine, feignant de faire ses courses, tout en essayant de comprendre ce que Rebecca tramait. Elle n'a pas les moyens de maintenir une telle façade, marmonna David pendant le dîner familial. Elle doit brûler toutes ses économies juste pour nous impressionner. Pathétique. Harold Sterling, le patriarche, rit en découpant son steak. Laisse-la jouer à la femme d'affaires. Dans quelques mois, quand elle n'aura plus un sou, elle quittera la ville pour de bon. Mais ce que les Sterling ignoraient, c'est que Rebecca avait passé ces 15 années non seulement à se relever, mais aussi à bâtir un réseau d'alliés puissants. Grâce à une bourse d'études, elle avait intégré la faculté de droit de Harvard, où sa rigueur et son intelligence avaient impressionné professeurs et camarades. Plus tard, à l'université Columbia, elle s'était spécialisée en enquête sur la corruption d'entreprise. Sa thèse, consacrée au détournement dans les organisations caritatives des petites villes, avait été publiée dans plusieurs revues spécialisées et citée dans de nombreuses enquêtes fédérales. Son ancien professeur, le docteur Michael Shen, ex-agent du FBI, était devenu son mentor et l'un des architectes de l'opération en cours à Millbrook. 15 ans d'impunité, lui avait-il dit lors d'une visioconférence 3 mois plus tôt. C'est plus que suffisant. Il est temps de récupérer ce qui vous a été pris, avec intérêt. Quant à Jonathan Blake, sa présence à Millbrook n'avait rien du hasard.
En tant que PDG d'une grande entreprise technologique, il disposait de ressources d'investigation considérables. Il avait lui aussi des comptes à régler avec les fausses organisations caritatives qui prospéraient sur la corruption. Les Sterling n'ont aucune idée de ce qui les attend, dit-il à Rebecca lors d'une réunion confidentielle. Mon entreprise développe des logiciels d'analyse médico-légale pour le gouvernement fédéral. Détecter les irrégularités financières, c'est littéralement notre spécialité. Rebecca esquissa un sourire en repensant au mépris dans le regard de Victoria. Ils m'ont toujours sous-estimé. Ils croient que parce que je viens d'un milieu modeste, parce que je suis noire, parce qu'ils m'ont déjà écrasé une fois, je ne relèverai plus jamais la tête. Une erreur fatale, approuva Jonathan. Vous n'êtes plus une assistante sans défense. Vous êtes désormais une experte en lutte anticorruption, armée de ressources, de savoir et d'alliés redoutables. Pendant ce temps, au manoir Sterling, l'inquiétude commençait à se faire sentir. 3 amis proches de Victoria avaient mentionné avoir reçu la visite d'auditeurs leur posant des questions sur leurs dons à la Fondation Sterling. C'est une simple vérification de routine, avait répondu Rebecca à l'une d'elles avec un sourire mesuré. Nous nous assurons simplement que les fonds sont bien utilisés à leur juste destination. Mais David Sterling, fidèle à lui-même, décida d'agir. Un matin, il se présenta sans prévenir au bureau de Rebecca, espérant l'intimider comme autrefois. « Écoute-moi bien, Rebecca », lança-t-il en posant les mains sur son bureau. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu devrais arrêter avant de te faire mal. » Rebecca leva lentement les yeux de ses documents. Des copies officielles des rapports financiers de la Fondation Sterling couvrant les 15 dernières années, obtenues grâce à une demande de transparence que même leurs avocats n'avaient pu bloquer. Son regard croisa celui de David. Et pour la première fois, il comprit que la partie venait à peine de commencer. « David, dit-elle d'une voix calme, tu as toujours été prévisible. Ton père t'a envoyé ici pour me menacer, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il commence enfin à s'inquiéter. Tu veux savoir pourquoi ?» Rebecca fit pivoter l'écran de son ordinateur vers lui. Parce qu'en 15 ans d'activité soi-disant caritative, votre famille a détourné plus de 3,2 millions de dollars, de fonds qui auraient dû aller à des communautés dans le besoin. Le visage de David pâlit. Vous n'avez aucune preuve, lança-t-il d'une voix tremblante. Rebecca esquissa un sourire froid. Pas encore, mais je les aurai. Et ce jour-là, vous comprendrez que la jeune fille naïve que vous avez chassée d'ici a appris, au fil des années, ce que signifie vraiment le mot justice. David recula, tentant de garder contenance. À la porte, il se retourna brusquement. Vous savez que mon père a des relations dans tout l'État? Un simple coup de fil, et vous disparaîtrez encore une fois. David, répondit doucement Rebecca, cette fois, c'est moi qui ai des relations. Et contrairement à celles de ton père, les miennes sont légales. Ce soir-là, Harold Sterling convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats. Je veux que cette femme fasse immédiatement l'objet d'une enquête, tonna-t-il en frappant du poing sur la table. Je veux tout savoir, d'où vient son argent, qui la soutient, et jusqu'où elle compte aller. Robert Crawford, l'avocat principal de la famille, se gratta la barbe d'un air mal à l'aise. Monsieur Sterling, peut-être vaudrait-il mieux chercher un arrangement, si elle détient vraiment des preuves. Des preuves? S'emporta Harold. Des preuves de quoi? D'une fondation qui a contribué à l'essor de cette ville? Rebecca Thompson est une opportuniste. Elle essaie encore une fois de nous faire chanter. Mais cette fois, elle échouera. Ce que Harold Sterling ignorait, c'est qu'à ce même instant, 3 étages plus bas, une équipe d'experts en comptabilité judiciaire passait au crible chaque transaction, chaque reçu, chaque virement de la Fondation Sterling depuis 1995. Et ce qu'ils découvraient dépassait de loin tout ce que Rebecca avait imaginé. Les Sterling avaient bâti leur empire sur un détournement méthodique et continu des fonds destinés aux plus pauvres. Mais 15 années d'impunité touchaient à leur fin. Rebecca Thompson était de retour. Et cette fois, elle n'était pas seule. Tel un orage qui se forme lentement à l'horizon avant de tout dévaster, son plan minutieusement préparé atteignait le point de non-retour. Les Sterling, aveuglés par leur arrogance, continuaient à sous-estimer la femme qu'ils avaient jadis humiliée, sans comprendre que chaque affront du passé n'avait fait qu'alimenter sa détermination. Rebecca savait désormais que la vengeance la plus puissante se construit avec patience, intelligence et des alliés redoutables. Et quand 15 années de preuves accumulées éclateraient au grand jour, même la fortune et l'influence des Sterling ne suffiraient plus à les protéger. La tempête qu'elle avait orchestrée s'apprêtait à s'abattre sur Millbrook. Vendredi 15 octobre, à 18h. Exactement 15 ans et 1 mois après son bannissement de la ville, Rebecca Thompson donna une conférence de presse, dans la même salle où elle avait autrefois été publiquement humiliée, lors du bal des célibataires. Ce matin-là, Victoria Sterling s'était réveillée avec une étrange angoisse.
3 grands donateurs de la fondation avaient subitement suspendu leurs contributions, sans explication. Pire encore, son compte bancaire personnel avait été gelé, en attente d'enquête pour irrégularité financière, selon le courriel officiel reçu à 6 heures du matin. C'est une absurdité, hurla Harold au téléphone avec ses avocats. 15 ans au service de la communauté, et on nous traite comme des criminels à cause d'une femme rancunière. Une femme noire rancunière, corrigea David avec amertume. Cette semaine, j'ai perdu 2 contrats importants. Apparemment, certains clients ont reçu des informations compromettantes sur notre intégrité. Ils ignoraient que, dans l'ombre, le docteur Michael Shen, mentor de Rebecca et ancien agent du FBI, avait activé ses contacts fédéraux. Depuis 6 mois, une enquête discrète examinait chaque centime passé entre les mains de la Fondation Sterling. Des auditeurs spécialisés en crimes financiers avaient accumulé un dossier accablant. À 17h45, Rebecca entra dans le salon du club social de Millbrook, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable. Le même salon où, 15 ans plus tôt, on l'avait traitée comme une paria. Mais cette fois, la salle était remplie de procureurs fédéraux, d'agents du FBI, de journalistes nationaux et de représentants du fisc. Jonathan Blake était assis au premier rang, non plus comme spectateur curieux, mais comme témoin clé. Son entreprise avait fourni gratuitement les analyses qui avaient permis de retracer chaque dollar détourné par les Sterling. Victoria, Harold et David firent leur entrée, escortés par leurs avocats au visage fermé. « Quel cirque !» murmura Victoria à son mari. « Elle veut nous ridiculiser en public. » Rebecca s'avança vers le micro. Sa voix, posée et claire, résonna dans le silence pesant. « Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je suis ici pour présenter des faits. Il y a 15 ans, j'ai été accusée de chantage pour avoir tenté de dénoncer des irrégularités au sein de la Fondation Sterling. Aujourd'hui, le ministère américain de la Justice confirme que j'avais raison. » Un homme en costume sombre se leva, le procureur fédéral Marcus Washington. « Après 8 mois d'enquête, déclara-t-il, nous avons découvert des preuves irréfutables que la Fondation Sterling a détourné 3,7 millions de dollars de fonds destinés à des programmes sociaux entre 2008 et 2023. » Un murmure parcourut la salle. Victoria sentit ses jambes vaciller. Ces fonds, poursuivit le procureur, ont été transférés vers des comptes personnels appartenant à la famille Sterling, utilisés pour des propriétés de luxe, des voyages internationaux et divers investissements privés. Nous avons recensé 847 transactions frauduleuses. Rebecca resta impassible, observant le monde de ses anciens bourreaux s'effondrer sous ses yeux. Pendant des années, elle avait accumulé des preuves. Relevés bancaires, enregistrements de conversations, documents internes fournis par des employés repentis. Mensonge, hurla Harold Sterling en se levant. C'est une cabale montée par une femme aigrie. Monsieur Sterling, intervint calmement l'agent fédéral Lisa Shen, cousine du docteur Shen. Vous êtes officiellement inculpé pour fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. David tenta de se faufiler vers la sortie, mais 2 agents lui bloquèrent le passage. Monsieur David Sterling, vous êtes également inculpé pour les mêmes faits. Victoria, pétrifiée, chercha des visages amis dans la salle. Elle n'en trouva aucun. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient plus admiratifs, mais emplis de colère et de dégoût. Madame Patricia Morrison, l'une des principales donatrices de la fondation, se leva furieuse. « Mon argent devait nourrir des enfants », cria-t-elle. « Et vous, vous l'avez utilisé pour acheter un yacht ?» Rebecca s'approcha lentement du pupitre. « Il y a 15 ans, rappela-t-elle, Victoria Sterling a déclaré aux journaux que j'étais une jeune femme noire déséquilibrée qui tentait de salir une famille respectable. Aujourd'hui, cette même famille fait l'objet de poursuites pénales pour les crimes mêmes que j'avais essayé de dénoncer. » Les caméras captèrent le visage livide de Victoria Sterling, ses larmes traçant des sillons sur son maquillage parfait. « Pendant 15 ans, conclut Rebecca d'une voix ferme, vous avez vécu comme si vous étiez intouchable. Vous avez méprisé ceux que vous jugiez inférieurs, convaincu que nous étions remplaçables. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. « Aujourd'hui, Millbrook se souviendra que personne n'est au-dessus de la justice. Vous avez utilisé les préjugés pour masquer vos crimes, déclara Rebecca d'une voix posée. Harold Sterling tenta une ultime manœuvre désespérée. Elle ment. Cette femme a été renvoyée pour vol. Elle n'est pas digne de confiance. Un homme se leva alors calmement au fond de la salle. « Monsieur Sterling, dit-il, je suis le docteur Michael Shen, ancien agent spécial du FBI et professeur d'enquête criminelle à Columbia. Rebecca Thompson fut mon étudiante en master. Ses travaux sur la corruption dans les organisations caritatives locales ont été publiés dans 3 revues universitaires et cités dans 47 enquêtes fédérales. Elle est, à ce jour,
l'une des plus grandes expertes du pays dans la détection du type de crime que vous avez commis. Un silence lourd tomba sur la salle. On n'entendait plus que le cliquetis des caméras. Victoria Sterling éclata en sanglots. David Sterling, menotté, gardait la tête baissée. Quant à Harold, il semblait avoir pris 10 ans en l'espace de 10 minutes. Les avoirs de la famille Sterling sont gelés, annonça le procureur d'une voix ferme. Leurs comptes bancaires, leurs biens immobiliers et leurs investissements seront saisis et liquidés afin d'indemniser les victimes de leurs crimes. Rebecca se tourna vers Victoria et planta son regard dans le sien. « Il y a 15 ans, vous m'avez dit que je devais connaître ma place », murmura-t-elle. « Aujourd'hui, c'est vous qui découvrez la vôtre. » Jonathan Blake observait la scène, partagé entre admiration et stupéfaction. La femme qu'il avait vue, humiliée lors d'un banal événement mondain, se tenait désormais droite et sereine, incarnation vivante de la résilience et de la justice. 15 années de patience et de travail acharné venaient d'aboutir à ce moment précis. Une journaliste de CNN, couvrant la conférence en direct, résuma la situation. Dans un retournement digne d'un scénario hollywoodien, une femme faussement accusée et bannie de sa ville revient 15 ans plus tard pour démanteler l'empire criminel de ceux qui l'avaient détruite. Tandis que les Sterling étaient escortés hors de la salle par les agents fédéraux, Rebecca demeura sur l'estrade, droite, calme, presque solennelle. Il n'y avait ni vengeance ni amertume dans ses yeux, seulement la paix de celle qui sait que la vérité a triomphé. Après la conférence, Madame Patricia Morrison, l'une des principales donatrices trompées, s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Ma chère, dit-elle d'une voix tremblante, pardonne-moi. Nous avons tous cru à leurs mensonges. Tu avais raison depuis le début. » Rebecca lui adressa un sourire doux. « La justice vaut toujours la peine d'attendre, » répondit-elle. « Même lorsqu'elle met 15 ans à arriver. » Mais alors que la tempête s'apaisait, une question demeurait suspendue dans l'air. Comment une femme qui avait tout perdu avait-elle réussi non seulement à se reconstruire, mais aussi à revenir plus forte que jamais, au point de renverser un empire bâti sur des décennies de privilèges et de mensonges? Et surtout, qu'avait réellement appris à Rebecca ces 15 années d'exil sur la véritable signification du pouvoir, de la justice et de la rédemption? 6 mois plus tard, Rebecca Thompson était assise dans son nouveau bureau à Washington DC, désormais conseillère principale au ministère de la Justice pour les crimes en col blanc. Par la grande fenêtre, elle voyait le Capitole se détacher dans la lumière du matin. Symbole éclatant d'une vérité simple. La justice, même tardive, finit toujours par s'imposer. Les Sterling, eux, affrontaient une toute autre réalité. Harold Sterling, âgé de 72 ans, avait été condamné à 18 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. David Sterling purgeait une peine de 12 ans dans une prison d'État, loin du confort et des privilèges auxquels il avait toujours été habitué. Quant à Victoria Sterling, brisée par une dépression nerveuse pendant le procès, elle avait écopé de 8 ans de détention et perdu la garde de ses 2 enfants mineurs. Le manoir familial fut vendu aux enchères pour rembourser les dommages et intérêts dus aux victimes. Ironie du sort, Patricia Morrison elle-même racheta la propriété et la transforma en centre communautaire pour les jeunes défavorisés, le type de programme que la fausse fondation prétendait autrefois soutenir. C'est d'une ironie parfaite, commenta le docteur Michael Shen lors d'une interview accordée au magazine Time, qui venait d'élire Rebecca parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année. Ils ont voulu détruire une jeune idéaliste qui voulait protéger les plus vulnérables. Ils ont fini par créer l'experte qui les défend à l'échelle nationale. Jonathan Blake, devenu non seulement un allié fidèle, mais aussi le compagnon de Rebecca, riait souvent en repensant à leur première rencontre. « Je me souviens, disait-il en souriant, je pensais rencontrer une femme humiliée à un bal mondain. Il posa un regard tendre sur elle. Et j'ai découvert une légende en train de naître. En réalité, je me trouvais face à l'un des esprits les plus brillants dans le domaine de la lutte contre la corruption d'entreprise. » L'affaire Sterling avait provoqué une véritable onde de choc à travers le pays, déclenchant une série d'enquêtes similaires dans de nombreuses petites villes. Rebecca recevait désormais, chaque jour, des invitations à participer à des conférences, à des consultations spécialisées ou à des missions d'enquête. Son expertise était devenue une référence, citée par les plus grandes institutions. Millbrook aussi avait profondément changé. Le nouveau maire, élu sur une campagne prônant la transparence et l'intégrité, avait instauré des systèmes d'audit rigoureux pour prévenir toute forme de corruption future. La même ville qui, autrefois, avait chassé Rebecca, inaugurait aujourd'hui une place portant son nom, un hommage voté à l'unanimité par la population. Lors de la cérémonie, Madame Patricia Morrison serra les mains de celle qu'elle avait jadis contribué à humilier. « Ma chère, dit-elle avec émotion, vous nous avez appris que la dignité ne s'achète ni avec l'argent, ni avec un statut social. Elle se construit avec du courage et du caractère. » 3 ans plus tard,
Rebecca reçut une lettre venue de prison. Elle provenait de Victoria Sterling. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », écrivait-elle d'une écriture tremblante. « Mais je veux que tu saches que tu avais raison, surtout. Tu as toujours eu raison. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner le mal que nous t'avons fait. » Rebecca conserva la lettre, mais n'y répondit jamais.